Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Ça, vous le savez. Et l'actualité, c'est bien sûr cette impasse politique et sociale dans laquelle la Guinée est encore retombée, malheureusement, malgré les alertes, les avertissements. Rien n'a donc permis d'éviter ce rapport de force. Depuis donc 72 heures, le mot d'ordre du Front national de défense de la Constitution est donc respecté ci et là par des manifestants, avec à la clé beaucoup de dégâts matériels. Eh bien, l'arrêt en quelque sorte d'une grande partie de l'économie, mais aussi des cas de mort qui sont dénombrés au nombre de 7 au jour d'aujourd'hui, officiellement pour le gouvernement 2. Évidemment, que faire à ce stade de cette crise pour qu'on n'en arrive pas au pire? Là-dessus, je donne la parole à un acteur de la société civile. Il s'agit de Dr Dansa Kourouma, qui est président du Conseil national des organisations de la société civile de Guinée, CNOX, qui est présent sur ce plateau. Dr Dansa, bienvenue une fois encore dans cette émission Café Débat. Bonjour et merci pour l'invitation. Dans un contexte encore de surchauffe, il n'y a pas longtemps encore, vous nous avez reçus au siège du CNOX, on parlait de ces consultations que le Premier ministre était en train de mener. Et puis voilà qu'aujourd'hui, on est finalement dans ce rapport de force du FNDC. On sait que vous n'êtes pas dans la plateforme FNDC, que forcément vous ne partagiez pas la même démarche, mais qu'est-ce que vous pensez déjà depuis le début, au mot d'ordre qui a été lancé par le FNDC, la forme qu'il a caractérisée et la réponse qui a été celle du ministre de l'administration des territoires, qui fait qu'aujourd'hui, on est finalement, depuis 3 jours, dans les tensions sur les routes de la capitale et à l'intérieur du pays? D'abord, je précise qu'avant que la manifestation ne soit déclenchée, à raison des signes avant-coureurs que nous avons collectés, le risque d'un affrontement sanglant était inévitable. Inévitable par le niveau du discours, c'est-à-dire par la gravité du ton, inévitable par la riposte de la partie gouvernementale, qui a répondu le ton ferme de FNDC avec la même fermeté. Alors, quand nous sommes dans un débat démocratique, quand les tons, les égos sont mis à l'avant, je crois qu'il faut s'attendre à des accrochages et à des violences. Et la responsabilité, c'est pourquoi l'appel que j'ai fait passer avant la manifestation, j'ai appelé les partis à la responsabilité. On ne peut pas avoir d'affrontement par le simple fait d'un camp. Il faut que 2 camps se battent, se disputent. Et pour qu'on parle de confrontation, il faut qu'un camp A soit opposé à un camp B. On ne peut pas estimer qu'il y a affrontement parce que c'est un seul camp qui est à la base de l'affrontement. Les violences sont toujours engendrées par des guerres d'ego, par l'arrogance des hommes et par le déni total de la loi. Et ce qui se passe actuellement dans les rues de Conakry depuis le lundi, et comme ça a été annoncé par les organisateurs de la manifestation, c'est une journée, un lundi noir. Le lundi, il a été effectivement, au lieu d'être noir, il a été un lundi rouge, rouge de sang, d'innocents, rouge de sang de jeunes, gens à la fleur de l'âge, qui ne savent même pas pourquoi ils se battent, qui ne connaissent même pas c'est quoi la Constitution, qui ne connaissent même pas c'est quoi un 3e mandat. Mais ils sont dans la rue, ils se battent pour des causes qu'ils ne maîtrisent pas. Et de l'autre côté, le gouvernement, qui a la responsabilité d'assurer la sécurité et la protection de tous, les forces de l'ordre réagissent par coups de tir à balles réelles. Est-ce que là, vous pensez qu'aucune consigne venant des 2 bords n'a été entendue? De la part de ceux qui ont organisé les manifs, on a entendu par exemple celui d'Alain dire non, nous avons dit à nos militants, à nos citoyens,
de sortir et de manifester pacifiquement, de ne pas s'en prendre aux gens et de respecter la dignité des uns et des autres. Vous avez vu le communiqué du chef d'état-major des armées à l'endroit des militaires qui devaient être casernés à la veille, et c'est celui du directeur national de la police à l'endroit des policiers qui ne devaient utiliser que des armes conventionnelles pour repousser toute violence sur le terrain. À l'issue des confrontations, ce qu'on a vu, violence de part et d'autre, est-ce que vous pensez que ces consignes n'ont pas été tout simplement ignorées à la base? Purement et simplement ignorées, mais est-ce que les consignes étaient sincères? Parce qu'il faut se dire la vérité. On sait dans ce pays, chaque fois qu'il y a manifestation, il y a mort d'homme. Les quelques manifestations qui se sont déroulées sans mort d'homme, sans incident grave, étaient des manifestations autorisées, encadrées par la police et par la gendarmerie. Et les organisateurs et l'autorité qui doit donner les consignes de sécurité se sont entendus sur l'itinéraire et se sont entendus sur les modalités de déroulement de la marche. Et ces marches-là, c'était des marches de l'opposition. Ces marches se sont passées dans la sérénité. Sauf que nous sommes dans un contexte où justement cette manifestation est interdite. Exactement, c'est pourquoi j'en viens. Il faut comparer une situation regrettable à une situation normale. Il faut toujours, pour savoir qu'on est beau, il faut comparer l'image reflétée dans le miroir à la vraie image de la personne. En fait, la manifestation des forces sociales, la première manifestation, quand il s'est agi de l'augmentation du prix du carburant, tous les leaders de ces manifestations étaient devant la marche. Il n'y a pas eu d'incident. Mais quand les leaders sont séquestrés, sont confinés à la maison, et que des militants qui ne savent même pas pourquoi le mot d'ordre a été donné, sont dans la rue, les coups de pierre, les pneus brûlés dans la rue, des barricades, des injures. Sans meneur. Sans meneur, ça se termine toujours par une confrontation. Alors, c'est pas parce que c'est en Guinée seulement il y a ce genre de confrontation. Mais la question que je me pose aujourd'hui, pourquoi c'est en Guinée il y a des morts d'hommes? Il y a des confrontations plus dures entre les forces de l'ordre et les manifestants dans d'autres pays, mais il n'y a pas de morts d'hommes. On réagit. On a dit qu'on n'utiliserait pas des armes. Exactement, et on réagit par des coups de gaz lacrymogène, les grenades assourdissantes, les jets d'eau chaude. Bref, il y a toute une série, n'est-ce pas, de moyens conventionnels dont disposent aujourd'hui les États pour contenir les mouvements de protestation. Mais toujours est-il, c'est quand le mouvement de protestation est contrôlé qu'on peut utiliser des moyens conventionnels pour les contrôler. Il faut qu'on soit franc. Mais si ça déjante partout dans Conakry, alors c'est difficile. Donc moi, ce que j'ai à dire aujourd'hui de manière très claire, et c'était le message que le CNOCS a fait passer à la veille des manifestations, nous avons demandé aux autorités de lever l'interdiction des manifestations. Parce que s'il y a eu une manifestation désordonnée, incontrôlée, et les gens avaient la volonté d'exprimer leur point de vue, leur désaccord par rapport à un débat qui est sur la place publique, les seuls moyens dont disposent les citoyens, libres de s'exprimer, d'exprimer leur désaccord ou leur soutien à un projet politique quelconque, c'est de manifester. Et si ce droit les a été enlevé, c'est que nous préparons l'anarchie. Donc les autorités de ce pays doivent restaurer le droit de manifestation et l'État ne doit pas fuir ses responsabilités et en contrepartie faire payer par la population. C'est tout à fait inacceptable dans une démocratie. Réguler, réglementer, encadrer, et ceux qui manifestent, s'ils se prêtent à des comportements incivils, des actes de vandalisme, les personnes doivent être interpellées et déférées devant les cours et tribunaux. C'est comme ça un État fonctionne. Un État ne peut pas fonctionner en réprimant par-ci, en interdisant par-là. Il faut laisser les libertés s'exercer tout en prenant vos responsabilités en tant que justice, en tant qu'administration, en tant que sécurité, pour éviter que les libertés des uns n'empiètent sur les libertés des autres. Bien. Alors oui, même si Bourema Condé, par ailleurs, on l'apprend, a dit que non seulement le dialogue politique n'a pas été rompu, mais qu'il n'y a pas eu d'interdiction tacite des manifestations, ce qui le met tout à fait en porte-à-faux avec une
un acte que les gens ont sorti ce matin et qui circule sur Facebook. Cela va nous amener tout à l'heure à la communication que le président a eu, à l'entretien que le président de la République a eu avec ses proches à la présidence et le résumé donc de cette réunion qui ressort un peu sa volonté à ce qui est la normalisation de la situation. Mais avant ça, parlons justement de l'arrestation des meneurs, parce qu'on a parlé tout à l'heure de meneurs. À la veille justement du lundi, je crois que c'était entre samedi et dimanche, il y a déjà les têtes pensantes du FNDC qui ont été arrêtées. Abdourahmane Sano, Sekou Kondouno et bien d'autres qui aujourd'hui même ont été présentés devant le tribunal. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de la démarche d'abord des autorités à les arrêter avant même le lundi, et aujourd'hui ils sont devant les tribunaux accusés d'un certain nombre de choses comme incitation à l'insurrection et bien d'autres délits qui leur est reproché. Une fois que l'affaire est traduite devant la justice, je me réserve de tout commentaire tendancieux. Pourquoi? Et si les personnes on disait avant qu'ils sont portés disparus, mais aujourd'hui on sait qu'ils sont avec la justice. Tout meneur de mouvement, tout activiste de la société civile, tout homme qui mène un combat politique, citoyen, doit s'attendre à donner des explications à la justice à un moment ou à un autre. S'attendre aussi à des arrestations sur le terrain ou avant les mouvements, ainsi de suite. Ça s'est passé dans plusieurs pays où des meneurs ont été arrêtés. En 2007, pour la petite histoire, quand on se préparait pour lancer le mouvement Bara, les forces de l'ordre ont fait irruption au siège du Conseil national. Tout le monde a été interpellé. Plus d'une trentaine de personnes ont été interpellées. Mais grâce à la justice, le lendemain, ils ont tous été mis à la disposition de leur famille et de la société civile, parce qu'il n'y avait pas d'infraction commise. Alors, il faut éviter que ça ressemble à un acharnement judiciaire. Il faut éviter que la justice soit manipulée ou instrumentalisée dans ce genre de situation. Alors, donc, je demande tout simplement que le droit de nos collègues soit respecté, que le droit soit dit, que le tribunal soit capable de se comporter et d'agir conformément à la loi. Et peut-être, s'il n'y a pas de charge retenue contre eux, c'est à l'État, n'est-ce pas, d'endosser les responsabilités de leurs arrestations. Parfois, le combat doit se mener sur plusieurs fronts. Maintenant, parmi eux, pour le cas de quelqu'un comme Abdourahmane Sano, qui déjà, en quelque sorte, fait l'objet d'un certain préjugé chez le président de la République personnellement. On l'a vu une fois au siège du RPG qui disait que Sano est quelqu'un qui a déjà l'envie de s'aimer du trouble ou même de créer un coup d'État, et ainsi de suite. Donc quand quelqu'un comme ça a la faveur d'une telle mobilisation qu'il a appelée est arrêté, est-ce qu'on ne peut pas dire que les choses sont liées un peu? Il faut qu'on se dise la vérité. Hein. C'est vrai, on a une opinion très sensible aujourd'hui, une opinion qui est dont la passion a pris le dessus sur la raison dans le débat actuel. Mais il faut qu'on soit capable de nous dire la vérité. C'est la télé, c'est l'histoire. Les discours étaient des discours totalement différents des discours d'hommes de la société civile. Il faut qu'on soit très clair. Alors, quand vous parlez de discours ou... Je parle du discours de l'appel à manifester. À manifester, la forme du discours. Le ton et les propos n'étaient pas des propos acceptables. Ils ont péché par le propos. On peut organiser des manifestations en étant dans la légalité, en véhiculant des discours apaisés, responsables, qui sont en phase, n'est-ce pas, avec les lois de la République. Mais il y a des propos, lundi noir, l'apocalypse, et tous ces termes sont des termes qui n'ont pas de sens quand on veut faire un mouvement citoyen. Et puis le but, peut-être que le but était de créer cette psychose qui peut-être a réussi, mais qui de l'autre côté a été peut-être l'argument pour le gouvernement de les prendre au mot et les arrêter tout de suite. Donc c'était un couteau à double tranchant pour eux. Il y a un procès qui est déclenché. Nous allons tous suivre ce procès. Et il est important que ce soit pour moi, que ce soit pour d'autres acteurs de la société civile, le discours, c'est un couteau à double tranchant. C'est toujours important de véhiculer des discours apaisés, des discours qui sont en phase avec les lois de la République. Et de l'autre côté, il
il y a aussi du côté de la mouvance présidentielle des personnes qui tiennent des discours totalement déplacés. Ceux-ci aussi doivent répondre devant la justice. Alors, ce qui est important, les discours ont contribué aujourd'hui à créer une situation de psychose dans la cité, qui ont naturellement engendré des situations d'accrochage, même si les forces de l'ordre ont l'habitude de régler les comptes de paisibles citoyens par des tirs à balles réelles, mais personne d'entre eux ne répond devant la justice. Ce qui m'inquiète dans ce débat dans notre pays. Et qu'est-ce que vous faites? Je crois que vous avez déployé des gens pour observer sur le terrain en tant que structure de la société civile. Et vous avez un écart entre deux bilans qu'on fait de la journée. Le ministre de l'administration du territoire maintient toujours 2 morts, alors que de l'autre côté, les citoyens et d'autres structures sont à 7 morts au jour d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un sentiment de dédain de la part du ministre à l'endroit des gens qui tombent, qui meurent, ou est-ce qu'il n'a pas les bonnes sources, ou est-ce qu'il fait... Je crois que le ministre Brahma Condé doit revoir sa copie. D'abord, de l'interdiction des manifestations, ça ne fait pas l'objet de commentaires. Depuis les manifestations des forces sociales, il y a une interdiction formelle. Et quand vous déposez des courriers dans les mairies, dans les communes et dans les mairies du pays, on vous répond, il y a une décision d'interdiction du ministre de l'administration du territoire. Mais vous savez, là où on a péché, on n'a pas pu nous organiser pour introduire une procédure légale à la matière. On devait introduire une procédure judiciaire. Pourtant, on dit qu'il y a une plainte contre cette décision à la Cour suprême. Ou est-ce que vous n'avez pas été associé à la procédure de dépôt de cette plainte? Peut-être je n'en ai pas. Les politiques disent qu'ils ont déposé... Je n'en ai pas l'information, mais j'ai entendu qu'il y a un pool d'avocats à un moment qui était en train de pousser le dossier auprès de la Cour suprême. En pareil cas, nous devons non seulement augmenter la pression pour que l'interdiction soit levée et attaquée devant les juridictions du pays. Mais quand il y a deux camps qui sont en confrontation, c'est le camp qui est en faveur de la paix, en faveur de la légalité, c'est ce camp qui prend toujours le dessus, même si la force est de l'autre côté. Alors là, entre la force et la loi, je crois que c'est la loi qui a toujours emporté, en tout cas dans une démocratie. Donc une fois encore, il est important que le ministre Brahma Condé véhicule des discours d'hommes républicains en pareille situation où la paix sociale, la quiétude sociale est menacée dans le pays. Ce n'est pas les discours vatanguéristes qui peuvent régler la situation, c'est l'application de la loi. Et j'ai compris dans ce pays, on n'a pas du tout la foi et le courage de faire appliquer les lois de notre pays, ce qui est suffisamment regrettable. Voilà donc, dans un premier temps, l'avis et les leçons que tire le président du CNOCS de cette situation de rapport de force. Depuis d'abord les prémices. Les prémices, selon lui, c'est quoi? C'est d'abord l'extrémisme dans chaque position, les discours ou la forme de l'annonce des manifestations d'abord par le FNDC qui ont péché par la forme de l'annonce, et de l'autre côté, le discours va-t-en-guerre de l'autorité par la voix de Brahma Condé, qui n'a pas du tout arrangé la situation, ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec 7 morts sous la main. On ne sait pas ce qui adviendra aussi dans les heures à venir. Dans un second moment, évidemment dans la deuxième partie de l'émission, on va revenir avec lui sur ce qu'il pense de ce communiqué sorti de la présidence à l'issue d'une réunion d'urgence que le président a eue avec ses proches collaborateurs, dit-on, le dimanche, avant même le lundi de la manifestation. Tout de suite, après cette petite pause. Le Club des Métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix, en partenariat avec la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et la collaboration de Wassolon Agency Communication, organise la première édition du tournoi de football des partis politiques. Pour promouvoir le fair play politique en vue d'instaurer un climat de non-violence dans la pratique de la politique en Guinée, 16 partis politiques se donnent rendez-vous autour du cuir rond. Quel parti politique remportera cette première édition du tournoi de football des partis politiques? Rendez-vous en septembre 2019. Institution républicaine et non gouvernementale, associez votre image à cet événement inédit. Contact 624 26 92 42, 664 24 61 06. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat consacrée à la crise du moment, l'impasse, ou ces manifestations du FNDC avec toutes les conséquences que nous connaissons depuis 72 heures, le regard de l'acteur de la société civile, Dr Dansa Kourouma, président du CNOCS. Alors oui, parlons de l'action du CNOCS en tant que tel. Je l'ai rappelé au début de l'émission, vous n'êtes pas certes dans la même plateforme que le FNDC, vous n'avez
ne partagez pas peut-être toutes les démarches, mais vous avez à un moment donné des dénominateurs communs sur certains sujets. Il y a des sujets où vous vous retrouvez, où vos idées se rencontrent. Et vous avez essayé d'alerter avant la manifestation pour que ça n'aboutisse pas. Malheureusement, on ne vous a pas entendu. Depuis 3 jours maintenant, qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain au milieu de cette crise-là, de cette tension, de cette grosse pagaille pour résoudre la chose? Dès qu'on a pris l'ampleur de la situation, nous avons, depuis 1 an, créé dans tous les quartiers de Conakry des observatoires locaux de la gouvernance et de la redevabilité, qui sont des structures citoyennes, et on les a aussitôt utilisés pour veiller pour collecter des informations et nous rapporter ces informations pour que le comité, le centre opérationnel qu'on a créé au siège du CNOX avec un embranchement au niveau du siège de la MAOG, parce qu'en pareille situation, il ne faut pas avoir un seul centre opérationnel. Il faut diversifier les actions, parce qu'on peut toujours se faire agresser par des personnes qui ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Absolument. Donc il y avait un centre technique au CNOX et un autre centre opérationnel ici à Yimbaya. Alors nous avons déployé plus de 1450 observateurs dans Conakry seulement. Et ces observateurs nous ont remonté de minute en minute ce qui se passait dans les quartiers et communes. Et là où ils avaient la possibilité de couvrir, parce qu'il ne fallait pas risquer leur vie, vu la situation de confusion qui régnait. Alors nous avons eu un rapport, nous avons fait déjà 2 déclarations depuis le lundi, et nous sommes en train de monitorer la situation. Et la déclaration d'hier, le bilan s'était alourdi entre le lundi et le mardi, il faut être franc, le dire. Et ce bilan-là était soutenu par des cas de blessés, et nous sommes en train aussi de suivre ces blessés. Hier, c'est la situation de COSA qui ne nous a pas permis de nous rendre sur le lieu, à travers la clinique de Dr Taibata, qui a reçu des cas de blessés, dont des blessés en provenance de Wanidara, et un blessé de Koya, et d'autres blessés de Koloma. Alors c'est un centre qui a apporté les soins chirurgicaux à ces blessés, et il y a un cas de mort qui a été enregistré par les blessés qui ont été enregistrés le premier jour. Alors nous sommes dans une situation où l'autorité de l'État doit s'exercer. Mais quand je dis l'autorité de l'État, ce n'est pas l'épreuve de force. L'autorité de l'État ne s'exerce pas par les coups de canon. Ça s'exerce par sa capacité à faire régner l'ordre et à appliquer les lois de la République. Et en parlant d'autorité de l'État, la forme qu'elle prend en retour des actions à dénoncer bien sûr de certains manifestants, c'est vrai, mais qui n'est quand même pas républicaine, c'est que vous avez des vidéos qui circulent à l'heure là où des militaires rentrent dans les foyers, dans les concessions, au-delà de renverser les marmites, qui tabassent les gens et tirent à balles réelles. Même dans les familles où des jeunes ont été tués à la veille et au lendemain ils sont je veux dire en situation de deuil. On a vu des vidéos où les militaires seraient venus dans ces familles-là, justement en parlant d'autorité de l'État. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'elle devrait s'exercer? Ça c'est tout simplement de la délinquance. Une armée républicaine et une police républicaine n'agit pas de la sorte. Les arrestations, oui, quand vous avez pris en flagrant délit de manifestants qui utilisent des armes blanches ou des explosifs pour faire plier les forces de l'ordre, le rôle de l'autorité, c'est de mettre main sur ces cas et les déférer devant les tribunaux. Ça, c'est le rôle de la police. Mais rentrer dans des familles, renverser les marmites, bastonner des gens, dont vous n'êtes pas capable de situer leurs responsabilités dans ce qui se passe, c'est tout simplement de l'acharnement. Ça, ce n'est pas du tout le comportement républicain d'une police. Ça, il faut qu'on soit très clair. Mais malheureusement, toutes les réformes qui ont été initiées, c'est vrai, il y a des améliorations significatives dans ce comportement, mais aujourd'hui, il y a encore des éléments incontrôlés qui exercent ces arts de ces unités, qui exercent ces arts de comportement ou de représailles à l'encontre des populations civiles. Mais tenons-nous bien, cette responsabilité, on doit avoir le courage de la situer. La situer auprès de jeunes gens qui n'ont pas de boulot, qui vivent dans une zone qui ressemblerait à un ghetto, une zone où il n'y a pas d'infrastructure sociale, d'infrastructure économique,
des zones où il n'y a pas d'école publique digne de nom, des zones où il n'y a pas d'hôpitaux publics, des zones où les routes ressemblent naturellement à des Donc des jeunes gens en perte de repère. Des jeunes gens complètement en perte de repère, qui sont enflammés, motivés pour des desseins communautaires ou pour des desseins politiciens et qui descendent dans la rue, qui perpétuent des comportements complètement de voyous. En tout cas non citoyens. Ceux-là, il faut faire tout pour mettre main sur eux dans l'action. Sur le terrain. Et les mettre à la disposition de la loi pour les corriger. Parce que le rôle, l'autorité qu'on parle, j'ai dit tantôt que ce n'est pas ce genre de comportement qui explique l'autorité de l'État. Alors, ces personnes déférées devant la justice, et la justice fait son travail indépendamment de toute injonction et de toute pression, et que le verdict est rendu. Ça permet de corriger ces personnes, ça permet de les resocialiser. C'est ça le rôle de la justice. Mais répondre à des coups de pierre par des coups de Kalachnikov, c'est totalement disproportionné. Et donc, qu'est-ce que vous pensez, pour terminer, sur le retour du président de la République? Je crois que c'était déjà 24 heures après du discours du le président. communiqué du président, sorti de la présidence en tout cas, après cette réunion. Vous pensez que... Vous avez très bien fait de dire sorti de la présidence, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui le discours là est de qui. De qui est parce véritablement. Il y a une sorte de grabuge au sein du palais pour savoir est-ce que c'est le discours du président, est-ce que c'est un conseiller ou des conseillers, est-ce que le parti au pouvoir était mêlé dans ce discours. Il y a une sorte de confusion qui détermine, qui a pour cause essentielle la non-compréhension du processus démocratique par l'élite politique guinéenne. Ce qui se passe au palais présidentiel, le parti au pouvoir, dans le sens réel du mot en tant que mouvance, n'a rien à voir. Parce que le président de la République est une institution, est censé être au-dessus des partis politiques. Alors il faut qu'on arrête de créer la confusion. Alors si le parti au pouvoir n'est pas d'accord sur le discours qui est tenu par le président, qu'il fasse leur discours de politique, tel que les autres états-majors politiques le font. Mais on doit arrêter la confusion, les conflits de compétences dans le fonctionnement des institutions. Ça prouve à suffisance l'amateurisme qui caractérise le débat politique en Guinée. Je suis sûr et certain, c'est une synthèse de frustrés, une synthèse de cadres corrompus, une synthèse, n'est-ce pas, de cadres qui n'ont aucun repère républicain, qui se retrouvent dans la politique guinéenne. Malheureusement, il faut qu'on ait le courage de le dénoncer, parce que c'est réel. Quand on fait la confusion, écoutez le discours des partis, des hommes politiques, des leaders politiques de ce pays. C'est grave, et de tous les bords. Quand tu dis de tous les bords, il y a des citoyens, des personnes qui n'ont aucun sens de raison, qui te tapent dessus, vous les renvoyez dos à dos. Mais attends, quand on parle de responsabilité républicaine, est-ce que c'est seulement l'État qui a sa responsabilité dans ce qui se passe? Je dirais non, c'est une responsabilité partagée. Un homme honnête et responsable doit être capable de dénoncer et de situer les responsabilités de chaque parti dans l'escalade de la violence. Le cas du Rwanda, le génocide rwandais, il a fallu un discours tenu par un homme politique qui a été relayé et commenté de manière tendancieuse par un média qui a mis le feu au Rwanda. On dira là-bas que c'est la faute du gouvernement rwandais. Non, c'est une responsabilité partagée. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Et un ensemble de comportements citoyens, mais basés sur la responsabilité et adossés à la loi. C'est ça, la paix. La paix ne peut pas se construire seulement dans le discours verbal. Ça doit se faire par des actes citoyens et dont le fondement et le socle, c'est la loi. Mais le mépris de la loi est systémique et congénital dans ce pays. Personne ne respecte la loi dans ce pays. Dommage, et ce qui nous amène là. Maintenant, supposons que ce communiqué soit venu du président de la République, qui exprime dans ce courrier que les gens, en tout cas les partis, doivent renouer le dialogue, qu'on doit reprendre les travaux du comité de suivi des accords et qu'on doit faciliter l'exercice de la des libertés, notamment celle de manifester. Et puis encore quoi? C'est que le président revient sur certaines choses qui étaient en train de sommeiller par la volonté bien sûr du ministère de l'administration du territoire. Et vous avez à contrario le même ministre le soir qui fait un discours tout autre que celle d'appliquer
ou d'aller sur la même ligne que la volonté exprimée par le président dans ce communiqué. Est-ce que cela faciliterait les jours à venir à ce que cette tension s'arrête, à ce que ces manifestations s'arrêtent? Il faut qu'on soit responsable. Nous devons être responsables dans ce pays au moins une fois. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de phrase que je n'ai pas employée pour que ces manifestations soient réglementées et que le mot d'ordre d'interdiction soit levé. Quand vous limitez de manière drastique les libertés d'expression, les libertés de mouvement, les libertés d'action, les libertés de réflexion d'un peuple, vous préparez la révolte. Et quand on parle de révolte, c'est qu'aucun instrument institutionnel ne peut maîtriser les révoltes. Alors c'est pourquoi l'État doit créer des conditions. Son rôle, c'est d'assurer l'équilibre entre l'exercice des libertés et l'exercice de l'autorité. L'autorité, quand elle emporte sur la liberté, ça devient de la dictature. Quand la liberté empiète sur l'autorité, ça devient de l'anarchie. Donc le rôle de l'État, c'est de créer l'équilibre entre ces deux. C'est un équilibre obligatoire, important, qui constitue même l'essence de la démocratie. Alors, il faut qu'on soit responsable dans le discours. C'est tout à fait important, à la fois du ministre de l'administration du territoire et des leaders politiques de ce pays. Parce que quand il y a confusion, qui doit rétablir l'ordre? C'est l'autorité administrative. Et quand il s'agit de la sécurité interne qui est menacée, qui doit assurer cette sécurité? C'est le ministère de l'Intérieur qui est assuré aujourd'hui par le MATD. Maintenant, il ne faut pas opprimer les libertés ou opprimer les libertés d'une manière globale et dire que vous allez exercer votre autorité dans la sérénité. Ce n'est pas possible. Vous devez équilibrer, vous devez calibrer le rapport entre la liberté et l'autorité. Mais j'ai l'impression qu'on ne sait pas ce genre de détails, parce qu'on est emporté par des passions et parce que le discours de l'autre côté a été un discours violent, un discours particulièrement dur. Et il faut répondre par un discours dur. Non, il fallait répondre par la loi, parce que c'est la loi qui arrête la forfaiture. La forfaiture ne peut pas arrêter la forfaiture. Donc, une fois encore, je termine par ce message. On avait du temps. On pouvait bel et bien faire activer ce comité de suivi de l'accord politique. D'ailleurs, l'opposition a fait une démarche au moment où les consultations se tenaient. Une lettre a été adressée au ministre de l'administration du territoire pour lui demander de réactiver le comité de suivi. La réponse du ministre, c'est vrai. Il y avait des consultations en cours, c'était pour ramener l'opposition à ces consultations. Mais non, il peut y avoir plusieurs espaces de dialogue dans un pays, en fonction de toutes les matières qui sont en débat. Et c'est important que chaque mécanisme qui a été créé pour un débat bien défini, le comité de suivi ne traite pas l'affaire de débat sur la Constitution. Alors, il faut laisser les questions électorales être discutées par le comité de suivi et les questions liées à la Constitution être discutées par le Premier ministre. En tout cas, que ce soit le ministre de l'administration du territoire, ils agissent tous sous la responsabilité du Premier ministre, qui est, dans l'attribution constitutionnelle, est de favoriser, entretenir et raffermir ce dialogue politique et social. Donc, d'une manière générale, nous sommes dans une situation de confusion. À la fois, la mauvaise compréhension et la mauvaise interprétation des faits politiques qui amènent aujourd'hui les gens à se radicaliser, même à empêcher le discernement. Alors, notre intelligence aujourd'hui ne nous permet plus de trouver des solutions. On est étouffé par des débats radicaux, par des positions radicales qui font aujourd'hui une constitution qui a bel et bien besoin d'être revue avec certaines dispositions qui ne tiennent plus la route. Nous remplaçons purement ce débat par un changement de constitution. Pourtant, ces anomalies évoquées pouvaient être réglées par une révision constitutionnelle. On a du mal à comprendre aujourd'hui qu'un changement de constitution est un faux débat. En fait, c'est une anomalie démocratique, c'est une mauvaise compréhension des faits. Sinon, une révision peut toucher l'essentiel des articles d'une constitution, sauf ceux qui sont frappés du sceau d'intangibilité. Mais pourquoi ne pas parler de révision pour sortir dans cette constitution les insuffisances et les anomalies? On s'enfonce dans un premier débat de troisième mandat, parce que tout le débat a commencé par ça, et je me suis prononcé là-dessus, j'ai dit, le troisième mandat c'est un faux débat. Et ce débat a été entretenu par la classe politique guinéenne. Aujourd'hui, on se retrouve sur un autre concept, nouvelle constitution. Ça fait qu'aujourd'hui, notre intelligence ne nous permet plus d'indiquer la voie de sortie face à une constitution qui a des insuffisances,
Mais les argumentaires politiques, la maladresse politique fait qu'on n'a pas le courage de débattre. Et en parlant de constitution, de troisième mandat, et justement je parlais tout à l'heure de cette volonté exprimée par le président dans ce communiqué, et tout le contraire a été fait par Bourema Condé, qui n'a donné aucun signal de réactivation du comité de suivi, et aucun acte n'a été pris par lui pour l'instant pour lever la suspension des manifestations. Mais de l'autre côté, le président aurait donc tendu la main et même invité Cellou Dalein et Sidia Touré à Sékou Touré pour un peu dialoguer. Main tendue qu'ils ont tout de suite rejeté, en conditionnant cela par d'abord la libération des meneurs du front. Et l'autre chose, peut-être en renonçant publiquement à cette vérité de troisième mandat, comme Issoufou l'a fait, et comme d'autres l'ont fait, comme le Malien Ibeka par exemple. Est-ce que vous pensez que forcément, il faut qu'on passe par là pour que la quiétude revienne, que le président... Je ne suis pas d'accord qu'on légitime une illégalité, et quelle que soit la nature. Le troisième mandat n'est pas possible pour le président Alpha Condé. Je ne sais pas combien de fois je vais répéter. C'est parce que la constitution qui est en vigueur ne le permet pas. Bien. Alors pourquoi amener à se prononcer sur quelque chose qui n'est pas possible légalement? C'est pour légitimer une illégitimité, parce que les gens se sont battus contre des fausses alertes, parce que l'affaire de troisième mandat était une fausse alerte. On a passé tout le temps à nous battre contre ça. Aujourd'hui, il y a des morts d'hommes. Ça ne sert à rien. La loi a déjà réglé cette question. Donc l'autre chose aussi, c'est qu'il doit renoncer officiellement à ce projet de changement de constitution. Ça, c'est un autre débat. Et la conditionnalité la plus importante à cette phase-là, c'est les actes du président de la République doivent être conformes à la Constitution, mais aussi aux engagements de la Guinée sur le plan international. Je vais parler de la charte de l'UA, parce qu'il y a des détails qui ne sont pas dans notre Constitution, mais dans la partie préambule, on s'est limité de citer la charte de l'UA et le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance. Bien. Alors, ces engagements-là, tout acte posé par le président de la République doit être conforme à ces engagements. On ne peut pas retirer au président le droit d'initier. Je ne suis pas du tout d'accord sur ça. Même si ça paraît confus dans la tête de certains, parce que nous n'avons pas les mêmes manières de comprendre les sujets. Pour la sortie de crise, mais je parle des conditions que les opposants disent là. Il faut libérer les salons. Je suis en train de commenter. Et nos camarades, jusqu'à preuve du contraire, sont présentés devant un tribunal. Le travail qui me semble être important, c'est de laisser ce travail se faire dans la sérénité et que le tribunal, la justice soit capable de tenir un procès équitable. Bien. Je suis sûr, si les raisons évoquées sont fausses, ils seront rétablis dans leurs droits et libérés. Et grandis même, parce qu'ils sont innocentés par la justice. Mais s'il y a des injonctions de quelque nature que ce soit, ça peut laisser des préjugés continuer. Et finalement, d'autres mouvements qui se tiendront, c'est les mêmes scénarios qui vont. Donc, libération arbitraire conditionne les arrestations arbitraires. C'est pourquoi c'est la justice qui doit permettre de les innocenter, parce qu'ils ont été placés en mandat de dépôt devant la justice. Et c'est cette justice qui j'interpelle à pouvoir faire un travail honnête, responsable et indépendant. Personne ne peut influencer le procureur Ndiaye par rapport à ce dossier. C'est une personne d'un certain âge. Bien. Il a une réputation dont il a l'obligation de défendre, à la fois pour les générations actuelles et pour les générations futures. Donc je lui demande à lui de rétablir la vérité dans cette affaire. Innocenté par la justice, la vérité exprimée de manière grandiloquente, c'est mieux que de rentrer dans des négociations de jardin. Bien. Donc une fois encore, la chose qui me semble être cruciale aujourd'hui, il faut sortir dans la passion, dans le débat. Sortir de la passion, c'est permettre aux intellectuels d'avoir la possibilité, le courage de nous éclairer dans ce débat-là. C'est ça qui peut sauver la Guinée. Alors pour terminer, si par exemple Sidia et Cellou et tous les autres disent que pour que cette crise-là s'arrête, ici à Conakry, à l'intérieur du pays, ce qu'ils attendent d'Alpha Condé, vous l'avez dit, en ce moment, on n'avait pas encore déféré les Sékou Kounono et autres devant la justice, ils disaient que c'était de les libérer d'abord. Maintenant, ils sont devant la justice depuis ce matin. L'autre chose, c'est qu'ils demandent à Alpha Condé de faire une sortie solennelle et renoncer à ce projet de changement de constitution. Mais vous, qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État à cette phase de la crise pour qu'au moins, parce que tout le monde dit qu'il faut que le chef d'État fasse quelque chose, comme à l'occasion de chaque grande crise. Qu'est-ce que vous attendez de lui? D'abord, j'attends du chef de l'État un discours d'appel à l'apaisement
et instruire les services compétents qui sont sous sa responsabilité, de rétablir dans les meilleurs délais le droit des manifestations et de prendre des mesures pour les réglementer et les garantir de manière durable. Alors, la deuxième chose que j'attends du président de la République, c'est de donner un discours clair par rapport à ses intentions. Pourquoi il veut réviser la Constitution? Pourquoi il veut changer de Constitution? Si vous vous rappelez, quand on a rencontré le Premier ministre... En parlant de ça, il y a une vidéo qui circule en ce moment où Alpha Condé est en train de parler. Il évoque les raisons pour lesquelles la Guinée doit être dotée d'une nouvelle Constitution. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais c'est l'occasion, nous en reviendrons, nous mettrons cette vidéo parce qu'elle fait le tour de la toile en ce moment, où Alpha est assis devant la caméra, il évoque toutes les raisons qu'ils veulent. Entre autres, il dit qu'il faut adapter la Constitution à notre temps, à notre époque. Et bien d'autres raisons. Tout ça, c'est des arguments. Mais vous pensez qu'il faut qu'il le fasse de façon solennelle? C'est des arguments à ne pas rejeter, à ne pas rejeter du tout. La Constitution a des insuffisances, que tout Guinéen conscient le sait, que ça a des insuffisances. Et l'adaptation de la Constitution aux réalités est un travail continu. Ça se fait dans tous les pays du monde. Alors, il ne faut pas enlever ça au président, le droit de tenter cette adaptation de la Constitution. Mais par quelle voie? La modalité, par la changement, maintenant c'est la révision constitutionnelle qui est prévue par la Constitution actuelle, à l'article 152. Toutes les fois que j'ai participé à une émission dans ce studio, vous m'avez posé la question et je l'ai dit de la même manière. Et cette révision, la forme que ça doit prendre, comment ça doit se faire, la finalité est que ça doit être renvoyé au peuple de Guinée pour être adopté solennellement par référendum. Mais toujours est-il, et le discours du président est attendu, il doit enlever toute ambiguïté sur à la fois présenter des arguments et la finalité de cette révision. Personne ne peut le faire à sa place, c'est lui qui peut le faire. Mais si on doit faire la violence pour l'empêcher d'expliquer clairement ce qu'il veut faire, ça on n'est pas en démocratie. Donc il faut permettre le débat de se dérouler, enlever la violence entre nous et notre intelligence pour que chacun ait le courage de défendre ses opinions dans la sincérité. Mais tout acte posé doit être conforme à la loi. Je précise, non seulement les lois nationales, mais aussi les lois régionales et internationales. Si on est capable d'apprendre la hauteur et de faire ce travail en sérénité, il n'y a pas de raison pour que le débat ne se décomplexifie pas. Voilà, comme j'ai l'habitude de le dire, sans doute on espère que la raison aura raison de toutes les passions qui nous ont amenés à cette crise que nous vivons depuis 72 heures. Peut-être un mot à lancer en tant qu'acteur de la société civile, en tant que médiateur en période de crise, bien sûr, en 30 secondes. Le message que j'ai à lancer aux Guinéens, c'est de les appeler à la responsabilité. Il faut tirer les leçons du passé. On s'est rendu compte que c'est les violences qui nous amènent au dialogue. Mais le dialogue n'est jamais utilisé pour arrêter les violences et prévenir les violences en Guinée. Il faut que les leaders de notre pays changent les paradigmes, qu'on dialogue pour ne pas s'affronter et pour que le dialogue soit un moyen d'éviter la violence dans notre pays et les cas de mort d'hommes. Mais on ne doit pas utiliser la violence comme un moyen de pousser au dialogue. C'est la plus grande hérésie politique de notre histoire. Le deuxième message que j'ai à lancer, c'est aux autorités de ce pays. Le chef de l'État et tous les membres du gouvernement doivent comprendre que le salut se trouve dans leur capacité d'instaurer un dialogue sincère, confiant avec les acteurs de la vie sociopolitique du pays. Parce que c'est eux qui détiennent les destinées du pays pendant cette période. Ils ont l'obligation de créer des conditions pour avoir un bilan économique et pour un bilan social et politique qui les permettront de marquer leur passage. Rien n'est éternel sur cette terre. Le troisième message, je m'adresse à la jeunesse guinéenne. Oui, je sais que cette jeunesse a perdu les repères. Je sais que plus de 60-70% de cette jeunesse a de la peine à joindre les deux bouts. Je sais que le système éducatif ne vous permet pas d'avoir une éducation qui vous permet de vous débarrasser de la violence et de promouvoir les valeurs du dialogue ou avoir des compétences qui vous permettent d'avoir un emploi décent. Oui, je sais que cette jeunesse, vous êtes manipulée, instrumentalisée et trompée par des préjugés ethniques, communautaires et identitaires. Oui, je sais que cette jeunesse ne fait pas un combat qu'il maîtrise, mais fait le combat des autres. Je vous appelle à la responsabilité et à la retenue. Notre pays ne connaîtra pas un destin spectaculaire si vous n'êtes pas capable, dans votre grand nombre, de comprendre les enjeux et de vous engager en toute responsabilité. Je vous demande une fois encore
d'arrêter la violence. Parce que la violence engendre la violence. Et plus des citoyens guinéens, des jeunes meurent et tombent, c'est des milliers de familles qui sont endeuillées. C'est des espoirs déçus. Et je demande une fois encore à cette jeunesse de prendre conscience. Votre combat, ce n'est pas le moment. Vous vous battez pour d'autres. Et il faut être sûr de mener votre propre combat. Et ce combat doit être mené en regardant ce qui se passe à travers le monde, en véhiculant des bons exemples, en agissant dans l'apaisement. Une fois encore, c'est le Tout-Puissant Allah qui accepte de sauver notre pays. Mais la condition sine qua non est que chacun soit capable d'assumer ses responsabilités et d'agir conformément à la loi. Voilà, docteur Dansa, merci. On espère que ce message sera capté et au besoin, en tout cas, vous serez les bienvenus une fois encore pour parler de cette crise et d'autres sujets. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. À vous, merci de votre attention et de votre fidélité. À demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.